Depuis les débuts de la science moderne, l'humanité a cru que l'avancement des instruments d'observation et la précision des expériences nous donneraient des réponses aux questions les plus profondes de l'existence. Nous avons expliqué le mouvement des étoiles, cartographié le fonctionnement des atomes et déchiffré le code de la vie caché dans l'ADN. Mais face à une énigme essentielle, la science hésite, se tait ou, pire encore, tente de détourner le regard. Cette énigme est la conscience, l'étrange flamme qui brûle en chaque être humain et qui, inévitablement, nous conduit à la question la plus troublante de toutes. Qu'advient-il d'elle lorsque le corps meurt? La neuroscience, discipline qui se présente comme la gardienne du savoir sur l'esprit, affirme que la conscience n'est qu'une fonction du cerveau. Les neurones communiquent par signaux électriques, des réseaux s'activent, et comme dans un jeu de miroir, surgit l'expérience subjective que nous appelons le moi. Mais est-ce vraiment tout? Est-il possible que quelque chose d'aussi profond que l'expérience d'exister ne soit qu'une réaction chimique? Cette explication peut sembler convaincante pour certains, mais elle laisse une plaie ouverte pour ceux qui cherchent au-delà de la surface. Après tout, si la conscience se réduit au cerveau, alors, à l'instant de la mort, tout disparaît. Silence absolu, une fin sans retour. Pourtant, tout au long de l'histoire, des témoignages, des traditions spirituelles et même des expériences modernes de mort imminente semblent défier cette vision limitée. Des personnes rapportent des visions lucides alors que leur cerveau était cliniquement inactif. D'autres décrivent des rencontres avec des lumières, des présences et des sensations qui vont bien au-delà de ce que la biologie pourrait justifier. Ces récits, au lieu d'être étudiés en profondeur, sont souvent traités comme des anomalies ou des illusions, comme si la science avait peur d'affronter ce qu'ils suggèrent réellement. C'est à ce moment que le récit prend les contours d'un mystère. Car s'il existe quelque chose qui survit au corps, si la conscience ne s'éteint pas avec la mort, alors le paradigme qui soutient une grande partie de la neuroscience est en danger. Et quand un paradigme est menacé, souvent les gardiens de ce savoir préfèrent occulter, nier ou ridiculiser tout indice qui menace sa solidité. Ce ne serait pas la première fois dans l'histoire. Combien de secrets, combien de vérités dérangeantes ont été enterrées au nom du maintien d'un consensus scientifique. Le philosophe français René Guénon, l'un des grands penseurs ésotériques du XXe siècle, avertissait déjà: il existe des dimensions de la réalité qui ne peuvent être comprises uniquement par la logique empirique. Pour lui, la conscience est l'expression de quelque chose de bien plus grand, un pont entre le visible et l'invisible. Et c'est précisément ici que commence la tension. Car si Guénon a raison, ce que la science appelle mystère n'est pas une absence de réponse, mais plutôt un choix délibéré de nier une dimension plus profonde de l'existence. Ainsi, l'appel du mystère n'est pas seulement une question sur la mort, c'est une question sur nous-mêmes. Que sommes-nous vraiment? Seulement chair et impulsions électriques ou porteurs de quelque chose d'éternel qui traverse le seuil de la mort et continue au-delà? Ce doute est l'étincelle qui maintient le spectateur captivé dès les premières minutes, car ce n'est pas seulement une question philosophique, c'est la question la plus intime et inévitable de la condition humaine. La science moderne s'est érigée sur une promesse. Tout ce qui existe peut être expliqué par des lois naturelles, observables et mesurables. Ce qui ne peut être mesuré n'existe pas. Cette vision réductionniste a gagné en force au XIXe siècle, lorsque la physiologie et la médecine ont commencé à cartographier les circuits du cerveau. On a découvert que des dommages dans certaines régions compromettaient des fonctions spécifiques: parole, mémoire, vision, mouvement. Il était tentant de conclure que la conscience entière n'était que le produit de ces circuits. Ainsi s'est consolidé le dogme: l'esprit est le cerveau. Cette phrase, répétée dans les livres et les conférences, a façonné non seulement le monde académique, mais aussi la façon dont les sociétés modernes envisagent la vie et la mort. Si l'esprit n'est que le cerveau, quand le corps meurt, tout cesse. Il n'y a pas de continuité,
pas de survie, pas d'âme. Cette explication semble solide. Après tout, il est facile d'observer comment les anesthésies éteignent la perception, comment les traumatismes cérébraux changent la personnalité. Mais cette solidité n'est qu'apparente, et c'est là que commence la confrontation. Car derrière la certitude apparente, la neuroscience cache des questions auxquelles elle ne peut répondre. Par exemple, comment le déclenchement de milliards de neurones peut-il produire quelque chose d'aussi intime que la sensation d'amour, ou d'aussi incommensurable que la peur de la mort? Comment est-il possible que des atomes aveugles, indifférents, créent l'expérience subjective d'un coucher de soleil ou le souvenir d'une étreinte? Le problème est connu jusqu'à aujourd'hui comme le hard problem de la conscience, le problème difficile. Les scientifiques admettent qu'ils ne savent pas expliquer comment des processus physiques génèrent une expérience subjective. Certains évitent la question, d'autres font semblant qu'elle n'existe pas. Ce silence crée une tension. Si le phénomène central de l'existence ne peut être expliqué, alors toute la construction scientifique sur l'esprit repose sur des sables mouvants. Pourtant, pour le grand public, le discours reste simple. L'esprit est le produit du cerveau, point final. Cette narration offre du réconfort à ceux qui craignent l'inconnu, mais étouffe aussi l'inquiétude de ceux qui perçoivent les failles. Et c'est précisément là que la vidéo plante la graine du doute. Si l'explication officielle ne répond pas à la question, ne serait-il pas possible que quelque chose de plus soit occulté? Les récits d'expériences de mort imminente, par exemple, sont trop inconfortables pour s'intégrer au modèle dominant. Des personnes décrivent des moments de pleine conscience alors qu'il n'y avait aucune activité cérébrale détectable. Certaines rapportent des détails de l'environnement qu'elles n'auraient pas pu voir en état de mort clinique. Ces témoignages devraient ébranler le paradigme, mais ils sont fréquemment écartés comme des illusions ou des hallucinations. C'est la façon dont la science protège ses murailles. Et ce ne sont pas seulement des témoignages contemporains, des textes anciens, des traditions mystiques et des philosophies de diverses cultures ont toujours soutenu que la conscience ne naît pas du corps, mais le traverse. Le corps ne serait qu'un instrument temporaire, non la source. Cette vision fait écho dans les traditions orientales, dans le mysticisme chrétien et jusque dans les métaphores platoniciennes. Mais la science, au lieu de dialoguer avec ce trésor de sagesse, préfère tout réduire à de la croyance ou de la superstition. La confrontation est donc claire. D'un côté, la science moderne affirmant que nous ne sommes que de la chair animée par des impulsions électriques, de l'autre, le soupçon grandissant que cette explication est insuffisante, limitée, peut-être même délibérément restreinte. Et c'est dans ce choc que le spectateur est amené à percevoir. L'explication officielle n'est pas définitive. Ce n'est qu'une version de l'histoire, et peut-être pas la plus vraie. Si la confrontation avec le discours scientifique révèle déjà des fissures, c'est dans le silence face aux questions les plus troublantes que la tension commence à s'intensifier. Car plus la neuroscience tente d'expliquer la conscience uniquement comme résultat du cerveau, plus les incohérences apparaissent. C'est comme si un rideau avait été soigneusement placé sur quelque chose qui ne peut pas être montré, ou qui ne doit pas être montré. À chaque recherche, à chaque avancée en laboratoire, la réponse reste incomplète. Oui, nous savons où se forme le langage, où la vision est traitée, où la peur est déclenchée. Mais aucun microscope, aucun examen n'a jamais capturé l'étincelle qui transforme tout cela en expérience subjective. Où est le moi qui perçoit? Où est la frontière entre le monde physique et la réalité intime de chaque être? Cette absence de réponse se transforme en un abîme, et c'est dans cet abîme que le spectateur est invité à plonger. Et l'abîme devient encore plus inquiétant quand surgissent des récits qui défient ouvertement le récit officiel. Expérience de mort imminente, vision lucide dans des états d'inconscience, perception vérifiée lors de moments cliniques de mort cérébrale. Des médecins ont enregistré des patients décrivant des conversations qui ont eu lieu dans la salle pendant leur réanimation alors que théoriquement, il n'y avait aucune activité électrique dans le cerveau. D'autres
On rapportait des rencontres avec des êtres, des lumières et des paysages impossibles à expliquer uniquement comme le produit de la mémoire ou de l'imagination. Ces témoignages, bien que nombreux, sont systématiquement écartés. Le discours dominant préfère les classer comme des anomalies. Mais quand l'exception se répète des centaines de fois, elle cesse d'être une exception et commence à pointer vers quelque chose de plus profond. C'est ici que le récit de la vidéo intensifie l'attention. Il suggère que la neuroscience non seulement échoue à expliquer, mais dissimule délibérément. Et cette idée de dissimulation n'est pas gratuite. Tout au long de l'histoire, le pouvoir a toujours façonné ce qui peut ou non être reconnu comme vérité. La religion a occulté des secrets pour maintenir son autorité spirituelle. La politique a caché des faits pour soutenir des régimes. Pourquoi en serait-il différent avec la science, qui est également faite par des hommes, avec leurs agendas, leurs disputes et leurs peurs? La question inévitable surgit. Que se passerait-il si la conscience était réellement indépendante du corps? Cette hypothèse effondrerait non seulement la neuroscience, mais le paradigme matérialiste lui-même qui soutient le monde moderne. Cela impliquerait que la vie continue au-delà de la mort, que l'identité personnelle n'est pas effacée par la fin du corps, qu'il existe un champ invisible soutenant l'être humain. En d'autres termes, que l'âme existe. Ce point est crucial, car il touche directement le spectateur. Ce n'est pas seulement une théorie distante, mais un doute qui touche chaque personne de manière intime. Que va-t-il m'arriver quand je mourrai? C'est l'étincelle qui maintient le public captivé, car il ne s'agit pas d'un débat académique, mais d'une question personnelle, urgente, impossible à ignorer. La tension, donc, ne réside pas seulement dans l'échec de la science, mais dans l'impact de cet échec sur nos vies. Si la neuroscience se tait, si elle détourne le regard ou tente de ridiculiser ces phénomènes, alors il reste à l'individu la responsabilité de chercher des réponses en dehors de ce qui est officiellement accepté. Et c'est à ce moment précis, quand le malaise a déjà été semé et que le doute pulse, que le terrain est préparé pour la révélation d'une vision alternative, celle de René Guénon. Jusqu'ici, le public a parcouru le terrain du conflit. La science, incapable d'expliquer la conscience et le silence face aux expériences qui défient son paradigme. Mais toute énigme demande une clé. Et cette clé surgit dans la figure de René Guénon, le penseur français, qui au XXe siècle a osé affirmer que la réalité que nous connaissons n'est pas la totalité, mais seulement une couche superficielle de quelque chose de beaucoup plus grand. Guénon n'était pas un scientifique de laboratoire, mais un philosophe traditionnaliste qui a plongé dans les doctrines spirituelles de l'Orient et de l'Occident. Pour lui, la conscience ne naît pas du cerveau. Elle est antérieure, supérieure et indépendante de la matière. Le corps n'est qu'un véhicule, un vêtement temporaire. Quand le vêtement se défait, la conscience continue. Ce point de vue contraste de façon radicale avec la neuroscience moderne, qui limite l'être humain à ce qui peut être mesuré par électrodes et examens d'imagerie. La force de cette révélation réside précisément dans le contraste. La science dit, quand le cerveau meurt, tout meurt avec lui. Guénon répond, la conscience est immortelle, car elle appartient à un principe transcendant. Ce choc n'est pas seulement théorique, il a des implications existentielles profondes. Si Guénon a raison, nous ne sommes pas prisonniers d'un destin d'anéantissement, mais des voyageurs temporaires dans un corps physique destiné à franchir le seuil de la mort vers d'autres dimensions d'existence. Et il ne s'agit pas seulement de spéculations philosophiques. La pensée de Guénon trouve un écho dans des traditions anciennes qui ont toujours affirmé la survie de l'âme. Dans l'hindouisme, dans le soufisme islamique, dans le mysticisme chrétien et dans la philosophie platonicienne. Pour lui, toutes ces traditions gardaient un noyau commun de sagesse pérenne, une connaissance que la modernité avait oubliée ou délibérément rejetée. Ce que la science appelle mystère serait en réalité un refus d'accepter qu'il existe un ordre métaphysique soutenant la vie. À ce point, le climax narratif est atteint.
Le spectateur est placé devant deux visions incompatibles. D'un côté, la science, réduisant l'humain à un ensemble de réactions chimiques condamnées à l'extinction. De l'autre, Guénon et la tradition, affirmant que la conscience est l'étincelle de l'éternel, partie de quelque chose qui transcende la matière. Cette opposition génère une sorte de dilemme émotionnel. En qui croire? L'effet est puissant parce qu'il ne livre pas une réponse simple, mais offre au spectateur la sensation d'avoir entrevu une vérité interdite, quelque chose qui a toujours été présent dans des textes anciens, mais que la rationalité moderne a préféré occulter. Cette révélation fonctionne comme un tournant. Le public sent qu'il est passé d'un territoire de doute à un territoire de possibilité, la possibilité que sa conscience ne finisse pas avec la mort. C'est ici que la vidéo remplit la promesse faite dans le titre. La vérité que la neuroscience a cachée n'est pas seulement une information, mais une vision du monde. La conscience est plus grande que le corps, et nier cela, c'est amputer le sens de l'existence même. La révélation de Guénon ne clôt pas la question, mais l'élargit, invitant le spectateur à regarder la mort non comme une fin absolue, mais comme un passage. Et cette inversion de perspective est l'apogée du récit, le moment qui transforme le doute en fascination. Nous arrivons au seuil final du récit. Le spectateur a parcouru la trajectoire du mystère. Il a vu les failles de la science, ressenti la tension face à l'énigme de la conscience et a été confronté à la révélation de René Guénon. Maintenant, il ne s'agit plus de prouver ou de réfuter. Il s'agit de faire face à la question qui continue à résonner dans le silence. Que sommes-nous, au fond? La vidéo ne livre pas une réponse fermée, car une conclusion définitive briserait l'enchantement de l'énigme. Au lieu de cela, la clôture se construit comme une invitation à la réflexion. Si la conscience est réellement plus grande que le corps, comment cela change-t-il la façon dont nous vivons? Nos peurs de la mort, nos choix quotidiens, même le sens de la vie, tout prendrait une autre dimension. La mort cesserait d'être une fin absolue et deviendrait un passage, un rite de transition. Cette idée est à la fois fascinante et troublante, car elle exige du courage pour regarder au-delà du matériel et admettre qu'il y a quelque chose qui échappe à notre contrôle. La puissance de cette conclusion réside dans l'équilibre entre certitude et doute. Le spectateur reçoit la vision de Guénon comme une alternative forte, presque irrésistible, mais non définitive. Et c'est précisément cette indéfinition qui captive, car si tout était expliqué, le mystère se dissoudrait. En laissant la question ouverte, la vidéo maintient vivante la flamme de la curiosité. Le public sort avec la sensation d'avoir accédé à une connaissance interdite, mais aussi avec la nécessité de réfléchir, de rechercher et même de discuter dans les commentaires. Un autre point important de la conclusion est l'inversion de perspective. Au lieu de terminer avec la neuroscience comme autorité, la vidéo place le spectateur comme protagoniste de la réflexion. Et vous? Que croyez-vous qu'il arrive à la conscience après la mort? Ce transfert de responsabilité est puissant, parce qu'il transforme le récit en expérience personnelle. Chaque personne, en se posant cette question, connecte inévitablement le thème avec ses propres souvenirs, croyances et peurs. Le ton final est contemplatif. Le narrateur réduit le rythme, la musique de fond s'adoucit et ouvre l'espace au silence entre les phrases. La cadence des mots crée une atmosphère presque rituelle, comme si la vidéo était un espace de méditation collective. Ce n'est pas une fin de réponse, mais une fin de questions. Et ce sont les questions qui continuent à résonner bien après que la vidéo se termine. Au dernier instant, le spectateur est laissé devant l'image symbolique. La flamme de la conscience qui ne s'éteint pas, même quand le corps succombe. Cette métaphore fonctionne comme un sceau narratif, une image qui synthétise tout le parcours. C'est une conclusion qui ne conclut pas mais qui réverbère. Ainsi, l'acte final remplit sa fonction. Non pas clore l'histoire, mais la prolonger dans l'esprit du public. La vidéo se termine mais le doute continue, et ce doute est le véritable déclencheur qui le fait revenir, partager et commenter. Car au fond, tous savent qu'un jour ils affronteront le même mystère.
Et peut-être, à cet instant, se souviendront-ils que quelqu'un a déjà dit que la conscience ne meurt pas avec le corps.